Je regarde le nom du défunt, aussi savoir si c'est un Dupont ou là je pleure, parce que c'est un nom qui est très très courant. Mais après, une succession classique peut devenir une succession complexe. Ouais, ce qui est important, c'est vraiment de retracer la vie, le parcours. Moi, je suis déjà allé interroger la pharmacienne, la boulangère. Il faut se dire qu'en France, on a une énorme chance, c'est qu'on a un accès assez fou à l'état civil. C'est comme si tu rentrais dans une bibliothèque, mais t'as pas de cadre de classement. Si tu sais pas où chercher et comment chercher, tu n'avances pas. C'est vrai, un vrai travail d'enquête. Mais je crois qu'il y a environ 2% des successions qui sont avec généalogistes, donc ça reste une extrême minorité. Il y a la problématique aussi pour les personnes d'origine étrangère qui ont immigré en France, surtout dans les années 20 à 40, de faute d'orthographe. Donc dans un autre dossier, un même nom, j'avais 14 orthographes différentes. Et après, un gros morceau aussi, c'est la recherche de provenance pour les biens spoliés aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a pas mal de boîtes maintenant qui font ça avec l'explosion des décès, justement, qui viennent pour enregistrer des messages que recevront les familles aussi après le décès. Avant, on faisait même les tableaux de généalogie sur des partitions musiques. J'ai pas entendu la compositrice, mais sa voix, mais j'ai entendu sa musique, donc j'ai fait wow. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Argent Compté. Dans un précédent épisode, on a parlé succession avec Alexia Arnaud, les erreurs les plus fréquentes, les actifs oubliés, le rôle du notaire, la mort numérique et cette idée simple mais souvent négligée, transmettre, ça se prépare. Aujourd'hui, on va prendre le sujet par un autre bout, parce qu'avant même de partager un patrimoine, il faut parfois répondre à une question beaucoup plus basique, qui est « qui sont les héritiers ?» Et là, la succession devient une enquête dans les archives, dans les branches familiales oubliées, dans les secrets, dans les silences, les ruptures, parfois les continents. Pour en parler, je reçois donc Alexia, la cofondatrice de Clésame, que vous connaissez déjà, et Romain Dupré, généalogiste successoral. Ensemble, on va comprendre ce qui se passe quand une succession bloque, quand un héritier est introuvable ou quand une famille découvre qu'elle ne savait pas tout de sa propre histoire. Bienvenue Alexia, bienvenue Romain. Merci. Je suis ravie de vous accueillir. Très contente de revenir pour ce deuxième épisode qui est passionnant en plus avec Romain. Avec plaisir, très content aussi. Quand on s'est vu pour la première fois avec Alexia et qu'elle m'a parlé du métier de généalogiste successoral, je me suis dit en fait c'est extraordinaire, il faut absolument qu'on fasse un épisode là-dessus. Et j'ai la personne parfaite pour ça. Merci. C'était toi. Et peut-être avant de commencer sur le sujet de la généalogie successorale, comment on devient généalogiste successoral ? Alors moi, c'était un peu par hasard. Ouais. Après ma thèse en histoire, je suis allé m'inscrire à Pôle emploi. Et cette histoire, ça commence tous les matchs. Voilà, c'est ça. Écoute, après ma thèse en histoire, je suis allée dans Pôle emploi. On n'aurait pas pu une meilleure information pour ça. Et du coup, en fait, la voisine de mon agent qui s'occupait de moi de Pôle emploi s'est retournée vers moi. Elle m'a dit « Mais pourquoi vous ne faites pas généalogiste successoral ?» Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Et pourtant, je croisais des généalogistes, mais tout le temps. Dans les archives, on les voit très souvent, en fait. D'accord. Donc, du coup, j'ai postulé à l'étude Guénifet. C'était en mois de mars. Et 15 jours plus tard, je commençais. Donc c'est vraiment, moi, tout à fait par hasard. Mais après, il y a des DU, des diplômes universitaires qui se sont créés. Nous, c'est pas forcément un facteur précis pour être embauché. Mais sinon, ça peut être aussi avoir déjà fait un peu son histoire familiale, avoir surtout de la curiosité et d'aimer les gens. Parce que c'est vraiment, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est vraiment un métier où il faut aimer l'humain. Et la curiosité, c'est surtout ça. Ouais, donc, chercher. C'est ça, ouais. Okay. Il y a l'arbre généalogique qu'on a tous fait quand on était à l'école. Totalement. Ouais. Et tu vois, dans la généalogie, c'est un métier aussi qui peut être un peu plus large que le métier de chercheur, puisque tu as pas mal de gens du notariat aussi qui viennent dans la généalogie et qui vont du coup accompagner le règlement de la succession, les étapes. Donc en fait, on est en trinôme en fait. Voilà, sur ces sujets-là, en fait, il y a des membres du notariat qui peuvent venir pour accompagner aussi les héritiers dans les phases juridiques de la succession. Ok. Et donc concrètement, dans quel cas on fait appel à un généalogiste successoral ? Eh bien, au moment de décès. C'est étonnant, mais... Alexia, J'adore la mort, alors je suis là.
Non, parce qu'il y a faire un épisode un peu plus sympa la prochaine fois. sur la vie, ça serait sympa, mais bon, je vois que je viens pour les bonnes choses. Non, mais d'accord. non, n'empêche qu'il y a la généalogie familiale. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la généalogie de leur vivant, des personnes décédées, mais à l'arbre ascendant. Et c'est vrai que la généalogie successorale, on va essayer de chercher les héritiers. Ouais. Donc, Nous, on recherche du vivant, contrairement à la familiale qui peut remonter jusqu'à très très loin. Nous, on remonte guère plus loin en général qu'aux arrière-grands-parents. Commun. Jusqu'au rarement, mais en général, c'est vraiment pas plus loin que les arrière-grands-parents. D'accord. Oui, c'est pas le besoin de. Oui, de toute façon, le sujet, il est en aval. C'est pas. Et donc, tu as un décès, mais après, pourquoi tu fais appel à un généalogiste ? Parce que, heureusement qu'on n'en fait pas tout le temps appel quand même. Oui. Et ben, c'est quand il va manquer des documents. Par exemple, ça arrive, et ça, il faut vraiment que vous fassiez attention si vous nous écoutez. Le livret de famille, il faut que les héritiers puissent le retrouver. C'est indispensable. Ouais. Et l'original, dans le meilleur des cas, un duplicata, si possible, toujours avec une page après le dernier enfant. Qu'est-ce qui se passe quand tu divorces sur un livret de famille ? Il y en a 2 ? Oui, tu as un livret de famille par union, en fait. Même pour un concubinage, tu as un livret de famille par union. L'image de l'arbre généalogique qu'on a hérité de mon grand-père me revient. Parce que je me rappelle qu'il avait mis une petite note sur la branche de mes parents en disant Catherine et Pascal se sont enfin mariés après 7 ans de concubinage. J'adore. J'espère qu'on retrouve ça. J'adore. J'adore, tu sais, c'est les petites annotations. Les petits commentaires. Cadeau. Ok, donc le livret de famille. Quand il manque des éléments, des informations, quand il y a des personnes qui décèdent et qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas manifesté d'enfants, enfin qui n'étaient pas proches de leurs enfants, qui étaient sous tutelle, curatelle, tout ça, on ne connaît pas les héritiers. Ça peut être des syndics qui nous missionnent, ça peut être... voilà, et en fait, normalement, c'est les notaires qui missionnent les généalogistes. C'est un peu ma question. C'est le notaire. C'est le principal client, oui. Mais voilà, c'est quand on ne sait pas, et ben du coup, on va missionner un généalogiste. Mais quand on sait aussi, des fois, on va avoir un doute. Si un enfant qui a existé, un mariage à 40 ans, par exemple, on a un livret de famille 40-45 ans, mais pour la première partie de vie, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas eu d'enfant ? Ou quand il y a eu plusieurs divorces et mariages, j'ai souvenir un des premiers dossiers que j'ai traité, c'est le défunt. En plus, il avait un nom ultra courant, donc il est passé par toutes les plus grandes villes d'Île-de-France, donc c'est vraiment un dossier, voilà. Et en fait, donc il avait divorcé deux fois, et donc il ne restait que sa troisième épouse comme conjointe survivante et seule héritière. Et du coup, entre son deuxième divorce et son troisième mariage, il s'est passé 1 an et demi, et en fait, j'ai retrouvé un héritier supplémentaire. Enfin, il a eu une fille et qu'il a reconnue, donc dans ce petit laps de temps. Ah oui, tu te dis, ça va être des comportements, tu dis, il y a possibilité c'est ça. Ok, il faut avoir envie d'être curieux. C'est fou. C'est quoi en fait la différence entre une succession classique et une succession qui nécessite une enquête ? C'est ça, c'est les petits achoppements dans le calendrier, je dirais une succession classique, ça serait la ligne directe des enfants, enfin juste mais peut-être un mariage assez tard, mais après une succession classique peut devenir une succession complexe. C'est ça le papier. Voilà, c'est ça le petit switch. Après une succession complexe, ça peut être aussi une personne qui est décédée seule, avec des origines étrangères. Moi j'ai eu un dossier où ça renvoyait à la fois au Liban et en Grèce. Donc voilà, mais c'est une succession plus aventureuse, enfin des recherches plus aventureuses, donc ça dépend, enfin c'est ça. Ouais, quand il y a 3 enfants dans le même lit, un seul mariage, 3 enfants qui arrivent et qui sont mariés assez tôt, en vrai là évidemment t'as pas besoin de généalogie, tu vois, c'est vraiment soit pour confirmer la dévolution quand il y a des doutes légitimes, qu'il y a peut-être eu quelque chose. Ou qu'il manque le livret de famille par exemple. Qu'il y a le livret de famille. Pour faire une absence d'héritier réservataire, donc ça c'est par exemple quand tu as des legs à des associations, des fondations, de l'intégralité du patrimoine, là on va demander au généalogiste de faire une reconnaissance qu'il n'y a pas d'héritier réservataire qui existe. D'accord. Parce que sinon ça veut dire qu'ils sont prioritaires sur la part successorale, qu'on ne peut pas les déshériter. Et la troisième fois, c'est si on ne connaît vraiment pas les héritiers, là du coup c'est une vraie recherche d'héritiers. Le généalogiste fait le métier que tu as, je pense, en tête, qui est d'aller voir les gens pour leur dire vous héritez de 4 millions demain. Je vais juste me rapprocher des micros tous les deux parce qu'il faut vraiment faire l'effet. Quand j'ai raconté que j'allais enregistrer avec vous cet après-midi, tout le monde était là. Ah, mais c'est eux qui vont retrouver mon ancêtre qui m'a oublié. J'en
genre tout le monde espère un petit peu, tu sais, un petit peu ce truc-là. Et je me demandais, est-ce que c'est... Alors, moi, plutôt la question que j'avais en tête, est-ce que c'est très fréquent la seconde famille qui arrive au moment de l'héritage? Mais est-ce que c'est si fréquent que ça, en fait, les héritages qui te tombent dessus Franchement, je sais pas du tout. Mais j'ai eu des héritiers, ils ont hérité 2 fois. J'étais déjà leur deuxième généalogiste qui les contacte. Donc, voilà. Mais après, moi, m'a facilité le travail, parce qu'ils connaissaient un peu tous les rouages. Ouais. Mais ça dépend vraiment de l'histoire de la famille. Plus une famille déjà est grande, donc ça peut amener un grand-oncle, ou un cousin lointain qui décède sans héritier, on repart. Donc ça dépend. Moi qui ai une famille assez gigantesque, il y a peut-être moyen. Il y a moyen de m'aider. Okay. Mais je crois qu'il y a environ 2% des successions qui se font avec généalogiste, donc ça reste une extrême minorité. Okay. Mais en fait, ça va être de plus en plus courant. Parce que la société, on a parlé la dernière fois, tu sais, de la grande transmission et tout, c'est les mêmes pour la généalogie. Le fait qu'on voyage de plus en plus partout dans le monde, donc les histoires de famille sont diversifiées, il y a de plus en plus de familles recomposées, donc on a plusieurs vies dans une seule. Tout ça va faire que... et le fait du vieillissement de la population aussi, on vieillit de plus en plus mal, et donc on va révéler de moins en moins... c'est ça. Et l'immigration aussi, d'avoir une première vie dans son pays d'origine qu'on ne va pas forcément évoquer... arriver en France pour tout un tas de raisons familiales et émotionnelles. Voilà, donc là, ça nous arrive aussi de temps en temps de révéler un premier mariage d'un autre pays. Ok. Et à l'ère du digital, tu n'as pas une plus grande facilité à traquer les gens, à être... En fait, oui et non. En gros, le digital, c'est très bien. Moi, j'ai vu, ça fait 10 ans que je suis généalogiste chez Ganifet. Donc, j'ai vu vraiment la numérisation qui a grandi au fur et à mesure. Et ça a dû être colossal ces 10 dernières années. Tu as dû voir une vraie accélération. Ah oui, c'est fou. C'est vraiment assez fou. Et en fait, ça te donne accès à une masse de documents. Donc, énormément. C'est comme si tu rentrais dans une bibliothèque, mais tu n'as pas de cadre de classement. Donc, tu vois, il faut pouvoir... Enfin, si tu as un cadre de classement, mais tu as quand même une masse, en fait, de documents. Donc, si tu ne sais pas où chercher et comment chercher, tu n'avances pas. Par quoi tu commences quand tu lances une enquête? Tu commences par quoi? Je commence par regarder le dossier qu'Alexia m'a ramené. Non. En gros, quand j'ouvre le dossier, je regarde les informations du notaire, parce que si même c'est un dossier qui a pu être amené par un voisin, il a peut-être quelques premières informations qui peuvent donner quelques pistes. Je regarde le nom du défunt aussi, savoir si c'est un Dupont ou là je pleure, parce que c'est un nom qui est très très courant. Pardon, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais complètement oublié de ce côté-là. Garde ton livret de famille, s'il te plaît. Mais bon, c'est Dupont avec un Z, j'imagine. Donc voilà. Donc, et de regarder après les éléments qu'on a pour savoir où ça démarre. On peut démarrer qu'avec un acte de décès. Donc c'est savoir en fait là où est né le défunt, est-ce que les noms des parents, enfin voilà, prendre un peu le pouls de l'aventure. Ouais, voilà, c'est ça. Puis après de commencer à poser les informations, regarder déjà sur internet si on trouve sur des actes en ligne, etc. Puis après commencer à imaginer à voir les schémas. Donc, enfin en fait avec quelques premiers recensements, on peut déjà par exemple voir ou avoir un peu l'intuition que il y aura a priori pas de frères et sœurs. Donc c'est ça. Donc c'est une première fournée en fait de recherche pour poser les choses et savoir en fait un peu où on va aller. Après bien sûr il faut quand même toujours vérifier que le défunt n'a pas eu d'enfants, n'a pas eu de frères et sœurs, etc. et tout. Mais au moins ça nous donne un peu un avant-goût. On se spoil en fait, comme la bande-annonce d'un film qui en fait révèle pas du tout le film parce que le bande-annonce a été c'est ça. Donc c'est quoi les sources que tu vas utiliser pour ton enquête? Alors il y a la base, c'est bien sûr l'état civil. Il faut se dire qu'en France on a une énorme chance, c'est qu'on a un accès assez fou à l'état civil. En gros tous les actes de plus de 60 mariage et de naissance de plus de 75 ans sont accessibles. Donc tu peux commander l'acte de naissance de ma grand-mère, par exemple, donc, qui est toujours vivante. Et tous les actes de décès sont accessibles à tout le monde. Aussi. Après, nous, notre spécificité de généalogiste, c'est d'avoir une autorisation des Archives de France qui nous permet d'accéder à l'état civil de moins de 75 ans.
Donc moi, par exemple, je peux demander, si tu étais héritière, dans un de mes dossiers Dupont, je peux demander ton acte de naissance à la mairie avec mon autorisation, ma carte professionnelle et le mandat du notaire lié au dossier. Oui, parce qu'il y a une habilitation du ministère de la Culture, justement, pour les généalogistes. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le gros de l'état civil, et on fait les recherches dans les mairies de naissance, enfin les maternités, mais là aussi où on habite. D'accord. Donc, parce qu'on peut reconnaître à un enfant la mairie où on habite, quoi. Enfin, c'est ça. Après, bon, en Ile-de-France, il y a une maternité tous les 2 kilomètres, donc ça complexifie quand même un peu les recherches. Donc ça, l'état civil, c'est le gros morceau. Après, l'idée, c'est toujours de recouper les informations dans la mesure du possible, comme un historien, finalement, avec des recensements de population qui sont tous les 5 ans. C'est tous les 1-5. C'est 21-26, par exemple, 31-36. Après, à Paris, il n'y en a eu que 4. Parce que Paris, c'est Paris. Oui, mais il n'y en a eu que 4 qui sont disponibles aux archives. Après, en gros, les recensements de population, on va dire, dans le meilleur des cas, c'est disponible aux archives jusqu'en 1975. C'est des recensements nominatifs. Mais à Paris, il n'y en a eu que 4. Il y a 26, 31, 36 et 46. Donc ça, et donc ça permet de donner un instant T, une photographie de la famille à l'instant T. Donc ça permet déjà de voir si les recherches, enfin de recouper les informations et voir s'il n'y a pas eu un enfant qui est né à La Rochelle, par exemple, alors que tu penses que toute la famille, elle est voilà, c'est ça. Okay. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les registres matricules militaires pour les hommes. C'est les feuilles militaires du service militaire, tout simplement. Ils nous donnent, donc c'est l'instant, c'est créé à partir des 20 ans de la personne, et ça nous donne des adresses supplémentaires, et peut-être aussi, suivant les cas, des informations, s'il est père de 2 enfants, il peut avoir quelques facilités dans son parcours de mobilisable, en fait, pour aller là. Donc ça, c'est les documents simples qu'on retrouve aussi aux archives, et après, il y a les archives des impôts. Les déclarations de succession, qui sont consultables aussi. Les dates varient d'un département à un autre, mais qui sont consultables aux impôts. Et nous, en tant que généalogistes, on a des accès facilités pour les déclarations de succession de moins de 50 ans. D'accord, ok. Par exemple, à Paris, ça va jusqu'en 1993. Mais il y a certains départements, ça va jusque dans les années 2000. C'est vraiment variable suivant d'un département à un autre. Donc, c'est ça. Donc ça, c'est un peu le cadre classique. D'accord, en fait. Des outils à disposition. Ouais, c'est ça. Okay. Après, suivant les dossiers, on contextualise davantage. Et par exemple, si c'est une personne qui a travaillé à la SNCF, il y a les dossiers de personnel SNCF. Pour les fonctionnaires aussi, il y a certains types de dossiers qui peuvent nous aider. Nous, on a à Paris de plus en plus de dossiers qui envoient à l'étranger. Donc, on a aussi adapté nos recherches et nos sources. Par exemple, on consulte les dossiers de l'OFPRA. De l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Et quand on obtient le statut de réfugié, il y a ça a amené avant un dossier de travail. Donc ça a des enquêtes, ça nous donne des informations sur la famille restée potentiellement au pays, ou avec en tout cas la famille avec qui il vient. D'accord, ok. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de retracer la vie, le parcours. Vraiment, chaque localisation et tout. Et en fait, c'est vraiment tu vas vérifier en fonction de là où tu as habité, en fonction de la profession. Donc, tu vois, ça demande quand même une expertise importante. Ouais, c'est vraiment une contextualisation pour chaque dossier. En fait, chaque dossier est une histoire, donc il faut s'adapter à chaque histoire et de suivre dans la mesure du possible le défunt, puis après ses parents, sa parenté sur laquelle il faut redescendre, pour pouvoir en fait être au plus près possible de son histoire. Et tu vois, moi j'ai fait une succession avec un prêtre. En fait, il avait fait un legs universel à une association catholique. Et du coup, l'association nous a mandatés pour qu'on confirme qu'il n'y ait pas d'héritier réservataire. Tu dis, c'est fou, c'est un prêtre. Ouais. Un héritier réservataire, c'est quelqu'un qui pourrait un enfant. Un enfant. Un héritier réservataire, ça veut dire un enfant. Exactement. Oui. Okay. Non, mais t'as raison, c'est important de le dire. C'est pas évident quand on n'est pas du métier. mais... Voilà. Tu peux poser des questions, y a pas de... Je vais aller chercher mes réservataires à l'école. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je dis tout le temps ça. Tu dis pas ça. Mais du coup, on a dû aller dans toutes les communes où le prêtre
a été, il y en a un paquet parce que tu sais, ils font vraiment le tour de fond. Et pour vérifier, et en fait, parce que là, c'est sa profession qui nous a amené à vérifier un peu partout. Parce que tu peux faire des enfants jusqu'à tard, mais aussi tu peux encore, au-delà de la biologie, tu peux aussi reconnaître un enfant jusqu'à tard, en fait. Donc, Non, il y a... Heureusement. Non, j'ai que les débuts des histoires, après, je les laisse en blanc. Mais après, c'est vrai qu'en dehors de l'administratif, tu as l'aspect témoignage. Et là, c'est sympa aussi. Oui, parce que je veux dire, il y a une partie terrain, en fait. Il y a beaucoup de terrain, même s'il y a des choses en ligne, ne serait-ce que déjà, par nous, notre spécificité, c'est dur à dire ce mot, notre spécificité de pouvoir consulter les actes de moins de 75 ans, on doit aller en mairie. On doit aller en mairie, même ou aux archives pour les documents qui sont sous dérogation, ça. Mais par exemple, je me souviens d'une absence d'héritier réservataire, donc les enfants, parce que le défunte avait en fait un legs pour je sais plus quelle association, et c'était une personne qui était fille unique. C'était une femme célibataire, elle a perdu ses parents très tôt, donc pour essayer d'avoir quelques adresses supplémentaires, il a fallu aller vraiment sur le terrain. Il a fallu aller toquer aux portes en fait de ses voisins pour avoir est-ce qu'il y a des gens qui venaient, vous la connaissiez, parce qu'elles peuvent nous dire oui, il y a un jeune monsieur qui venait nous la voir assez souvent, je crois que c'était son fils, ou enfin voilà, donc on sait jamais. Et en fait, elles nous ont appris, je sais plus un voisin nous a appris qu'elle avait une maison dans le centre de la France et qu'elle y allait souvent. Donc ça a amené aussi un autre terrain de travail qu'on n'aurait pas forcément su. Et là, c'est un tout petit village, donc on allait interroger le maire, qui nous a bien confirmé avec les recherches qu'on a fait en mairie, aux archives, etc., qu'elle était bien célibataire, sans enfant. Mais ça peut même aller jusqu'à interroger les artisans du coin. Enfin, moi, je suis déjà allé interroger la pharmacienne, la boulangère, Oui, qui sont en fait ceux qui côtoient au quotidien et qui ont... Oui, c'est ça. Donc, de la bribe d'information. Tout à fait, parce qu'en plus dans les villes, ça fait toujours plein de petits mini-villages, et les défunts qui sont souvent âgés, ils vont pas aller chercher leur pain à l'autre bout de Paris, par exemple. Donc, c'est vrai, donc c'est des relais précieux d'informations, ou même aller interroger la bibliothécaire. C'est le genre de détails un peu minuscules qui débloquent les dossiers, c'est ça ? Ça peut aider, c'est juste le petit switch qui peut nous donner une autre piste. Parce que le métier de généalogiste, c'est aussi être capable de faire face aux imprévus. Alors maintenant, moi, les imprévus, c'est ma tasse de thé, aucun problème, etc. Mais on peut être sur des cousins, mais finalement, je sais pas, au 5e degré, parce qu'on peut hériter en France jusqu'au 6e degré. Et finalement, en fait, avec une recherche, on peut retomber au cours de la journée sur un cousin au 4e, mais qui nous donne une nouvelle ramification de recherche. Et ce cousin au 4e, en fait, il squeeze ceux qu'on avait avant. Donc c'est ça le petit suspense de chaque nouvelle recherche, ce que ça peut nous donner. Quand tu dis en France, on peut hériter jusqu'au 6e degré, c'est-à-dire qu'au-delà de 6 degrés, on ne cherche plus et... Ça va à l'état. Ça va à l'état. Ouais. C'est beau. Mais c'est clair. Mais moi, en 10 ans, j'ai eu que 2 dossiers où j'ai trouvé personne. Très fort, Romain. Merci. Après, c'est pas une science exacte, du coup, vu qu'on dit témoignage, tout ça, parce que il n'y a pas d'obligation de résultat, tu vois, c'est vraiment une obligation de moyens, de faire toutes les diligences possibles, et après, le généalogiste est assuré, quand même, parce que si jamais il manque justement un héritier qu'il ne l'a pas retrouvé, mais qu'il a quand même employé toutes les diligences pour le faire, c'est ok. Mais si jamais on voit qu'il y a eu des manquements, ce qui peut arriver. Voilà. Mais nous, tu vas avoir un héritier qui se réveille et qui dit... Ouais, mais ça arrive souvent quand il n'y a pas d'intervention de généalogiste. Parce que tu m'avais pas dit qu'il y avait un délai de 6 mois pour... déposer la déclaration de succession, oui. Mais le contrat de révélation, le moment où on révèle aux héritiers qu'ils sont héritiers, du coup, fait qu'il y a un décalage de ce délai-là. C'est quoi un contrat de révélation, alors, concrètement ? C'est un contrat, donc quand on retrouve un héritier, par exemple, je te retrouve comme héritière, je t'envoie un contrat de révélation qui explique qu'on t'a retrouvé comme héritière et qu'en échange de la signature de ce contrat, nous te révélerons de qui, en fait, tu hérites. C'est tellement la pochette surprise. Oui, oui, c'est le loto, là. Voilà. T'as pas le droit de me le dire comme
Après, ça dépend de certains dossiers, mais globalement, en fait, c'est sur la révélation de ça. Et qu'en échange de la signature de contrat, on va te dire de qui tu hérites. Après, la signature de contrat ne vaut pas acceptation de la succession. C'est vraiment que la première étape de notre relation entre l'étude généalogique et l'héritier. En fait, après, on avance pas à pas. Quand on va lui révéler, elle peut aussi refuser la succession ou prendre le temps de discuter avec nous. Moi, je prends toujours le temps d'expliquer après de qui ça vient, surtout quand c'est assez éloigné. Je lui dis, écoutez, rappelez-moi, on prend une demi-heure au téléphone, je vous explique l'arbre et des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est ça. Et c'est vrai que ce que Romain me disait, c'est que quand même, ça arrive assez souvent que les gens aient peur, quoi. Ils se disent, c'est une arnaque, c'est... forcément, t'as un courrier qui arrive surtout le côté, je te dis si tu signes, parce que les gens se disent, attends, waouh. Oui, c'est vrai. En fait, on essaie de les rassurer en disant que ça les engage à rien au niveau de ça, qu'ils peuvent toujours renoncer de toute façon après coup. Et puis, ils ont quand même des moyens aussi de vérifier que tout est OK. C'est déjà d'aller rencontrer leur notaire qui travaille assurément avec d'autres généalogistes ou qui connaît les choses pour montrer le contrat qu'on envoie. Il nous connaît même peut-être. C'est de vérifier sur le site de Généalogistes de France si notre étude fait partie de Généalogistes de France. Donc Généalogistes de France, c'est une organisation représentative de un peu plus de 95% de la profession de généalogistes successoraux et familiaux. Donc c'est une autorité, une organisation d'autorégulation. On a une charte de déontologie, d'éthique, et on travaille de concert aussi avec le ministère pour certains enjeux liés justement aux successions, mais aussi avec les archives, etc. Donc, et moi, si vous allez sur le site de Généalogistes de France, vous pouvez pouvoir voir ma petite tête sur les titulaires de la carte professionnelle, en fait, par exemple, dessus. Donc ça rassure aussi de ce côté-là. Oui, ça permet de se dire, ok, je suis en confiance. Mais du coup, à quel point est-ce que c'est fréquent que ce type de succession, ça révèle des secrets de famille ou des choses totalement inattendues? Alors ça, tout le temps, non? C'est quand même... en fait, de base, si on a été mandaté, si on retrouve des héritiers, c'est qu'ils ne connaissent pas. Après, sur l'ampleur du secret, ça peut être variable entre mon père avait une première union et avait eu je découvre des frères et sœurs, jusqu'à... c'est toute une branche de ma généalogie que je ne connaissais pas. Donc c'est vraiment un panel qui est vraiment varié. Donc, ou même, dans le cadre de la succession, c'est d'apprendre à l'héritier qu'il avait des cousins. Comme co-héritier, en fait. C'est ça. C'est ça aussi. Donc, mais ça révèle ça émoustille aussi un peu l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent d'où ça vient, etc. Comment vous faites. C'est pour ça que nous on donne le tableau de généalogie sur demande aussi. Qu'est-ce que c'est le tableau de généalogie? C'est le tableau de généalogie mon tableau de travail informatisé, qui est avec toutes les informations personnelles qu'on enlève, bien sûr, et qu'on peut remettre sur demande des héritiers, aux héritiers, pour leur montrer, parce que c'est un bel objet, en fait, donc de ce côté-là. Donc, et même moi, les documents plutôt personnels qui sont liés à des histoires de migration, je leur communique. En fait, c'est le dossier de l'OFPRA, si ça concerne leur famille, en fait, dossier de naturalisation aussi, ou quand je travaille sur des dossiers qui sont liés à la persécution juive, où c'est des défunts qui ont traversé la Seconde Guerre mondiale, etc., mais leur famille a, par exemple, été décimée par la Shoah. Moi, j'ai des documents, autant leur passer, en fait. Enfin, c'est vrai, parce que sinon, ça reste sur mon drive, et ça n'a pas... parce que voilà, on hérite d'abord d'une histoire avant d'hériter d'un bien. Donc, le généalogiste, c'est d'abord un passeur d'histoire, un transmetteur d'histoire, en fait. Ouais, c'est souvent une bonne nouvelle d'hériter. Mais parfois, c'est une mauvaise nouvelle. Parce qu'on ne veut plus entendre parler de sa famille. De la personne, de sa famille. Il y en a qui renoncent, qui ne veulent pas signer, qui bloquent les successions. Ouais, ça arrive quand même. On n'est pas toujours heureux d'être retrouvés. Non. Et comment ça se passe, par exemple, si tu as quelqu'un qui refuse même de signer le contrat de révélation? Là, on essaie de voir s'il n'y a pas d'autres co-héritiers qui peuvent nous aider. On essaie de trouver les enfants aussi pour faire médiateur. On essaie de trouver de la famille, en fait, des points. Voilà, on leur envoie des courriers, on essaie de les rencontrer, on essaie de leur téléphoner. Enfin, on est là pour leur rassurer, en fait. Et puis après, il y a d'autres actions qui sont
du côté du service juridique. Donc, voilà. En fait, l'idée, c'est que ça bloque pas, s'ils sont plusieurs héritiers, c'est que ça ne bloque pas le dossier pour tous les autres. On essaie de les faire renoncer s'ils veulent pas, pour que les autres puissent... Voilà, c'est ça, de les faire renoncer. Sinon, on envoie au domaine. Ouais. Donc, c'est ça. L'idée, c'est toujours de trouver une solution pour tout le monde. Ouais. Oui, parce qu'il y a le côté histoire. Et on disait, oui, le métier va susciter de la méfiance parce que t'es pas sûr d'avoir envie, t'as pas envie d'hériter de dettes parfois. Je sais pas si on prend le temps de chercher des héritiers, si c'est que des dettes. Exactement, c'est ça, ouais, c'est très bien vu. En fait, du moment où il y a un chercheur qui intervient, c'est que c'est créditeur, en fait. Oui, parce que nous, voilà, pour se rémunérer, mais aussi pour les héritiers aussi. Donc, c'est ça aussi. Donc, s'il n'y a que des dettes, ça va à l'État aussi. Pas que des moments où l'État gagne. Mais en fait, en plus, on peut susciter de la méfiance aussi parce que quand on contacte, moi, si je te contacte dans mon dossier Dupont... C'est mon épouse, beaucoup moins commun que ça. mais en fait, j'en connais plus sur ta famille que toi, en général. C'est sûr, ouais. C'est ça, donc ça peut dire, mais qu'est-ce que ça va révéler ? Enfin, c'est une position qui implique aux généalogistes de l'écoute, de l'humilité aussi, de ne pas arriver comme moi je sais, comme le sachant. En fait, on ouvre juste la porte, après l'héritier nous tend la main, et puis après, nous, on l'accompagne dans son histoire familiale. Je comprends. Et tu parlais de rémunération, comment vous fixez les honoraires sur ce type d'opération de recherche ? En fait, les honoraires, du coup, on prend... les tarifs, c'est Alexia. Non, en fait, sur les contrats de révélation, une fois qu'ils ont approuvé le fait qu'ils sont d'accord pour le pourcentage, on va mettre environ, normalement, c'est entre 20 et 40% que le généalogiste prend sur la part qui est globale de l'héritier. Ça va dépendre de si c'est en ligne directe, si c'est des enfants ou en ligne indirecte avec des cousins, tout ça. Alors, parfois, et c'est vraiment que c'est vrai que beaucoup disent « Ah ouais, mais c'est énorme ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de généalogiste, c'est pas que de la recherche d'héritiers. 90% du métier de généalogiste, c'est des missions à perte. Ça va être, comme je te l'ai dit, des absences d'héritiers réservataires, des confirmations de dévolution, tout ça pour sécuriser tout un tas de successions, tout un tas de dossiers notariés, sécuriser les transactions, et où là, les tarifs sont au forfait extrêmement bas. Donc en fait, ça fait partie un peu de la mission générale, comme les notaires, vous savez, sur les ventes à plusieurs millions, ils vont prendre beaucoup plus en émolument que sur des toutes petites ventes. Et en fait, c'est les gros dossiers qui vont rémunérer les petits. Donc c'est aussi ça le modèle économique. C'est la balance générale, en fait. D'accord. Okay. Tu as donné pas mal de pistes sur ce que doit faire une personne contactée par un généalogiste successoral pour s'assurer, etc. Qu'est-ce qui doit faire sentir l'acteur un peu douteux versus le généalogiste sérieux ? Je dirais ne pas être sur le généalogiste de France, par exemple, qui est quand même l'acteur incontournable en fait dans la généalogie successorale et familiale. Ça peut être voir la tête du site internet aussi, parce que des fois si c'est un site internet vite fait, mais sinon de toute façon c'est toujours déjà contacter son notaire ou son avocat pour un conseil en fait là-dessus, parce qu'il y a plein de choses sur internet. Sur internet on trouve tout et n'importe quoi, même dans les avis, mais sinon c'est notaire et regarder sur le site de Généalogie de France en fait, ne serait-ce voilà, pour moi c'est vraiment la base. C'est vrai que les notaires sont hyper bien placés, ils connaissent quasiment tous les généalogistes qui travaillent avec le notariat, parce que c'est obligatoire. Et après, il faut quand même aussi se rassurer. On ne donne pas les codes de carte bleue. On ne fait pas de transaction. Le contrat... J'ai encore un hôtel l'autre jour qui me dit oui, par mail, merci d'indiquer la date d'arrivée, le nombre d'invités, le nombre de guests, et puis là votre numéro de carte et là votre code. Non. En fait, je préférerais que vous m'envoyiez un lien de paiement. Bien sûr. Ah oui, je vous l'envoie. Mais qui encore en 2026 demande le numéro de carte bleue par mail? Totalement. Mais moi, ma banque m'envoie les codes du RIB sur lesquels je dois faire les virements d'augmentation de capital dans un email, quoi. Non, Donc, oui. Est-ce qu'il y a vraiment des abus ou des mauvaises pratiques dans le secteur? Non, j'allais te laisser répondre, Romain.
Oui, en fait. Oui. Oui, il y a des abus, il y a des mauvaises pratiques, mais qui sont liées en fait à des études qui travaillent moins, voire pas du tout, avec le circuit notarial précis. Nous, on est quand même mandaté pour les successions, on va dire, classiques et pas les successions vacantes qui sont une autre thématique. On est mandaté par un notaire. Le dossier, en fait, il arrive par un notaire. Donc, il n'arrive pas. Voilà, c'est ou par un promoteur, mais ou par d'autres choses. Mais je veux dire, globalement, c'est un mandat notarié. C'est l'article 36 de la loi de juin 2006, je crois. Tu l'enlèveras au montage. Mais qui cadre en fait l'intervention du généalogiste. Donc oui, c'est bien l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Donc c'est ça. Donc t'as le notaire et puis après t'as des créanciers qui ont un intérêt à ce que la succession soit réglée, qui peuvent aussi mandater un généalogiste. Donc tout à l'heure je te parlais du syndic, ça peut être aussi des banques dans le cadre de la loi Ecker. La loi Ecker, elles doivent faire des diligences pour retrouver les héritiers. Tu sais, dans les clauses bénéficiaires, quand c'est marqué « je veux que mon assurance vie soit transmise à mes héritiers », de manière très large, en gros, ou à mes enfants, mais pas nommés, on ne sait pas où ils sont et tout. Mais là, dans ce cas-là, il y aura des mandats donnés à des généalogistes. Là où ça peut être un peu plus touchy, d'accord, mais la difficulté, c'est que le métier de généalogiste n'est pas un métier réglementé, en fait. Donc, c'est pour ça que, du coup, il y a certains généalogistes qui vont, du coup, être mandatés par exemple, des pompes funèbres, ou eux-mêmes qui vont se renseigner sur le registre des décès, qui vont aller au cimetière. Là, c'est compliqué. Là, en effet. Ouais. Donc, moi, ce que je recommanderais aux gens qui reçoivent des contrats, c'est qu'ils interrogent le généalogiste sur qui leur a donné le mandat, comment ils ont eu connaissance, sans forcément demander le nom du défunt, mais au moins déjà avoir un peu des pistes là-dessus. Ok. Oui, s'assurer qu'il y a eu une... Voilà. Qu'il y a un cadre en fait au mandat. Voilà, même s'ils peuvent se faire mandater par les pompes funèbres, mais voilà, un vrai cadre au mandat. Mais en tout cas, un dossier de succession, comme nous, généralement, c'est les notaires qui nous mandatent, c'est lié à un notaire qui, on a un joli mandat qu'on présente aux institutions et pour consulter l'état civil et différentes choses. Okay. Est-ce que le droit successoral aujourd'hui reflète encore les réalités familiales contemporaines ? On avait un peu parlé la dernière fois. Est-ce que vous le sentez dans les recherches successorales ? À Paris, il y a une succession sur 2 qui renvoie à l'étranger. Aujourd'hui. Une sur 2 ? Ouais. C'est incroyable, c'est un chiffre qui est immense. Donc oui, il y a 5 ans, c'était pas 1 sur 2. Non, mais il y a 10 ans, c'était vraiment moins que ça. En fait. C'était clairement mais ce qui est impliqué aux études généalogiques, d'avoir un vrai département international, de faire d'avoir des succursales aussi à l'international. On n'a vraiment pas le choix, en fait. Des correspondants aussi, nous on fonctionne beaucoup avec des correspondants dans le monde, parce que c'est eux qui connaissent le mieux le terrain, qui connaissent les institutions, tout ça, qui sont le plus implantés, et donc c'est eux qui vont nous accompagner. Alors il y a des pays où c'est plus compliqué que d'autres, tu vois. Typiquement en Russie, c'est compliqué d'avoir le Liban aussi, pour revenir au dossier qui était, on ne pouvait pas faire la recherche, on ne peut pas faire la recherche au Liban actuellement, c'est ultra dangereux. Aux États-Unis, on peut, mais c'est très cher. Parce que les avocats là-bas qui peuvent transmettre des informations, des données, c'est un vrai travail d'enquête. Imaginez au moins avec son... Partir faire un road trip dans le monde. Petit sac à dos, Dora l'exploratrice. Non, c'est un inspecteur gadget. Ça colle plus. Mais après, c'est aussi, je trouve que c'est finalement la balance. Oui, ça reflète pas forcément la réalité familiale, mais c'est aussi je sais pas comment dire ça. On prépare pas assez sa succession finalement, parce qu'il y a eu beaucoup de concubinage, mais on a peur forcément de parler de la mort, alors que le concubinage est en fait une réalité familiale qui est quand même avec beaucoup, le Pacs, etc. Donc au-delà de, est-ce que le droit successoral reflète les réalités familiales actuelles, mais c'est plutôt est-ce qu'on arrive à parler assez de la mort entre nous pour pouvoir en fait gérer notre succession, parce qu'il y a des choses qui se font même si on n'est pas marié, on peut faire des testaments, etc. Mais encore faut-il pouvoir parler de ça à sa conjointe ou son conjoint. Oui, mais en fait, mais c'est ce qu'on se disait. Oui, c'est ça. T'as pas envie. Non, c'est ça. Ça apporte des malheurs, j'ai pas envie d'en parler. Tout à fait. En réalité, il le faudrait vraiment. C'est quoi le dossier qui t'a le plus marqué ?
Le dossier qui m'a plus marqué, c'était un dossier d'une personne d'origine juive. Donc, la famille a traversé la Shoah. Ses parents ont survécu, mais les grands-parents ont été décimés par la Shoah. Et donc, du coup, c'était assez compliqué au niveau des recherches. Ça a demandé un énorme travail de recommande des sources. En gros, c'était un nom qui était à la fois courant et pas courant, c'était un peu un entre-deux. Donc j'ai pris tous les décès en France à ces noms-là pour essayer de recouper avec les filiations, avec ce que j'avais. Et finalement, j'ai pu retrouver un oncle de chaque côté, dans la ligne maternelle et la ligne paternelle, qui a eu une descendance aussi. Donc au final, j'ai eu deux cousines d'un côté et deux cousins de l'autre. Et ces cousins ne pensaient avoir plus de famille de leur côté ou qui faisaient notre filiation. Donc c'était très touchant. Il y en a deux qui sont même venus au bureau et ils n'ont jamais posé la question de savoir de combien ils vont hériter. C'était une très belle succession, mais ils voulaient savoir un peu l'histoire. C'est ça. Là, mais totalement. Et c'était vraiment très émouvant, en fait, de ce côté-là. Leur montrer les documents que moi j'avais récupérés sur la personne qui était leur grand-père, en fait. Donc, pour construire ça. Parce que pour eux, ils n'avaient plus rien du côté de leur père, en fait. Ils auraient dû avoir un oncle qui a été tué, qui a été arrêté, déporté et sans retour. Mais au-dessus, ils ne connaissaient pas. Donc, c'était les successions de qui? C'était une cousine pour eux. Ouais. Donc, même s'ils ne l'ont pas connue, ça leur a fait quelque chose de pouvoir se raccrocher à quelque chose d'un peu plus grand. Tu as un inconscient collectif familial en fait, qui est très puissant aussi. Tu dis, oui. Ça doit créer je trouve que c'est se retrouver des racines en fait. Totalement. En fait, on a besoin on a besoin pour avancer d'avoir des repères et des racines. Donc là, ça a consolidé vraiment leur repère, quoi, enfin leur base. Donc c'était vraiment un beau dossier. Enfin, c'était très très touchant. Et c'est long ce type de dossier Là, oui. Ouais, vraiment, ça peut être plusieurs années. Hein. Parce qu'il y a la problématique aussi pour les personnes d'origine étrangère qui ont immigré en France, surtout dans les années 20 à 40, de faute d'orthographe. Donc, dans un autre dossier, pour un même nom, j'avais 14 orthographes différentes. Donc ça prend du temps d'être sûr c'est vraiment recouper ok, alors ce bout-là j'ai recoupé avec d'autres sources, ok, bon, finalement ça me donne un autre bout à recouper avec d'autres sources. C'est de la trace, c'est vraiment je fais un pull avec un petit fil à coudre, en fait. Enfin, c'est vraiment ça. Donc Et tu vois, ce qui est fou dans la généalogie, moi, ce que j'adore, c'est que en fait, tu redonnes de la justice aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu replaces la famille telle qu'elle était à l'origine. Et moi, j'ai eu un dossier généalogie où une maman, elle accouche d'une fille, voilà, ils sont en couple, et elle accouche d'une fille. Au bout d'un an de l'enfant, elle se remarie avec un autre, et l'autre l'adopte, très bien. Sauf qu'en fait, un an après, il l'abandonne. Un an après, il l'abandonne tous les deux. Et finalement, après, elle fait 6-7 enfants. Il l'abandonne parce que probablement le mari ne voulait pas d'une enfant qui n'avait pas son sang et finalement préférait faire ses enfants. Et du coup, on lit les actes d'abandon. On lit tout ça. On a cette émotion, tu vois, à la lecture des histoires de famille. Et c'est, tu vois, vraiment, c'est toute l'équipe qui travaille, parce qu'on est plusieurs à travailler sur les dossiers de généalogie à chaque fois. Et donc, on a dû rechercher cette première enfant parce qu'elle était héritière, en fait. Elle était héritière, elle était abandonnée, mais elle n'avait pas été adoptée. Et donc, du coup... c'était la fille de... Ouais, exactement. Et donc, en fait, on a recherché à la DAS, on ne l'a pas retrouvée. Et donc, beaucoup d'émotions dans ce dossier-là, puisqu'en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé pour elle. On a vu qu'elle avait pas mal bougé d'établissement en établissement, mais sans jamais être adoptée. Et non, on ne l'a jamais retrouvée. Voilà. Mais voilà, on est heureux aussi de pouvoir... faire cette mission-là, même juste de penser à ces personnes-là, c'est aussi quelque chose qui est... Ouais. Oui, c'est un peu ce qu'on ressent quand on parle avec vous, tu vois. C'est un peu, il y a un côté justicier masqué, un petit peu, c'est joli, quoi. Ouais, c'est vrai. On répare les histoires, on les construit, en fait. Enfin, et après, justement, le tableau de généalogie, c'est une mise en récit de l'histoire familiale qui, après,
intervient aussi dans la grande histoire. Donc on est là aussi pour raconter, transmettre tout ça. Donc et avant on faisait même les tableaux de généalogie sur des partitions musique. Donc moi je dis ça, c'est de la mettre en musique l'histoire des familles. Ouais. Je sais pas. Voilà. C'était en fait pour noter les informations, etc. C'était plus pratique. Partitions qui sont c'est des partitions, ouais. C'est pas, Mais pourquoi ça a été choisi à l'époque, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai. Voilà, c'est ça. C'est quand même assez classe. C'est intéressant ce que tu dises, que vous travaillez en équipe, effectivement, parce que j'imagine que c'est des métiers où il y a beaucoup de choses qui relèvent de la méthode, mais qu'il y a pas mal de trucs qui relèvent de l'intuition aussi. Oui. De l'intuition, de l'expérience aussi. Ouais, parce que il y en a un qui va sentir quelque chose dans ce dossier. C'est ça. Donc, parce que moi, j'ai traité en propre plus de 500 dossiers. Donc, en fait, à un moment donné, on commence à avoir des schémas qui se répètent et tout. Donc, c'est une question peut-être du sixième sens des généalogistes pour voir, ok, là c'est bon, on ne devrait pas avoir d'enfants, on va finir, mais on peut déjà passer un peu au stade au-dessus pour retrouver. Ouais. On a besoin de faire des points réguliers, et c'est vrai que y a un moment, il faut décider, au bout d'un moment, quand on ne trouve pas, faut se dire, là maintenant, non, stop. Et ça, tu vois, ça demande de l'expérience quand même. Mais aussi, de toute façon, chaque mois, mon dossier, il est vérifié par mon directeur des recherches. Il y a toujours des recoupements d'autres yeux qui regardent aussi le dossier, donc c'est... Voilà, c'est ça. Et la même confiance n'exclut pas le contrôle. Les prospecteurs aussi, ils connaissent aussi un peu comment on travaille aussi. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe, horizontal aussi, où on est tous le mécanisme d'une grande chaîne. Okay. Et qu'est-ce que typiquement un notaire et un généalogiste ne vont pas voir de la même manière ? Est-ce qu'il y a des choses, des sujets sur lesquels vous allez avoir des avis différents Alors, un notaire, comme c'est pas une science exacte, il se pose beaucoup de questions sur à quel moment je fais intervenir un généalogiste. Parce que théoriquement, en fait, le doute, il est tout le temps. On ne connaît jamais la vie complète d'un défunt, et surtout pas le notaire. Enfin, même, j'ai l'histoire d'un notaire qui me disait que dans une succession, il connaissait super bien les clients. C'est-à-dire, et en plus, un couple gay, donc un homme gay, donc en termes d'enfants, c'est vrai que forcément, ça limitait. C'était à l'époque. Il avait connu toute sa vie, il allait dîner chez lui et tout. Évidemment, il allait quitter la succession, pas de généalogiste. Et en fait, il avait eu un enfant. Quand il avait 20 ans, dans sa première partie de vie, il n'avait jamais parlé à personne de ça. Et en fait, donc en fait, le notaire, il va se dire, quand est-ce que je fais appel ? Il y a 3 semaines qu'un copain avait une fille de 20 ans, tu vois. Ouais. Et ça n'a jamais été évoqué. Ben non, parce que c'est pas le truc que tu dis comme ça, toujours. Puis pour les hommes, ça se voit pas. C'est con à dire, mais c'est... Non, mais c'est vrai. En fait, c'est vrai par rapport à une femme en fait qui a une vie sociale et que ça se voit. Voilà, l'homme en fait, on peut avoir des enfants et pas mettre au courant ses proches, sa famille, etc. Et donc, alors là, le cabinet Guénifi a justement créé un outil d'analyse de risque pour permettre aux notaires de savoir quand est-ce qu'on fait appel au généalogiste ou pas. Donc en fait, on va répondre à un QCM sur l'histoire de la famille. Donc il y aura, est-ce que les enfants ont voyagé dans le monde ? Est-ce qu'il y a une famille recomposée ? Il y aura plein de faisceaux d'indices. Et une fois qu'on a fini le QCM, on va dire risque élevé, risque faible. Et ça va un petit peu... C'est ton scoring à toi de je fais appel à un généalogiste. C'est ça. Il y en a qui font appel au généalogiste, mais genre systématiquement. Il n'y en a jamais. Et en fait, depuis une réforme de l'envoi en possession, le notaire, il engage sa responsabilité sur la dévolution successorale. Donc aujourd'hui, le notaire, il fait plus attention qu'avant. Là-dessus, avant, c'était le juge. Ok, d'accord. C'est lui qui engage sa responsabilité. Donc si demain, donc là, tu vas avoir plus tendance à faire tes vérifications. Exactement. Plutôt qu'à dire basta aussi. Ouais. Qui vivra verra. C'était avant, d'accord. Pardon. Comme ça, est-ce que vous trouvez que découvrir un patrimoine, ça vous raconte mieux la personne que les gens qui vont le décrire ? Je pense pas. Je pense que c'est la généalogie qui raconte mieux les choses. Après, le patrimoine, ça fait partie de l'histoire du défunt aussi. Ouais. Mais après, ça dépend ce qu'on trouve aussi dans les inventaires, lors de l'inventaire au sein du patrimoine. Enfin, si c'est bien, patrimoine immobilier, bien sûr. Donc, mais je pense que c'est d'abord la généalogie qui raconte davantage l'histoire de la personne. Mais par contre, le patrimoine peut aider à faire la généalogie. Parce que savoir qu'il y a un compte bancaire dans tel lieu ou quoi, on va aller chercher évidemment dans tel lieu.
ce qui s'est passé, pourquoi il a fait un compte en banque à Saint-Lô, quoi, tu vois, il y a un problème. Il a dû y passer un petit bout de temps, donc on va aller voir qu'il n'y a pas d'enfant dans la barre. Oui, voilà, il y a des choses logiques. Pourquoi le notaire est à Nice, il a passé un acte à Nice alors qu'il a passé toute sa vie à Paris, par exemple. Enfin, mais aussi, le patrimoine a aussi une histoire, parce que par exemple, si tu achètes un appartement, il y a l'origine de propriété aussi, qui raconte aussi une histoire, ou même les déclarations de succession, il peut y avoir des infos sur les successions d'avant. Okay. Donc ça, quand même, ça nourrit l'histoire, en fait, mais ce n'est pas qu'un essentiel. Et typiquement, par exemple, quand dans une succession, des héritiers se retrouvent, par exemple, le cas d'une seconde famille, qui n'est pas communiquée à la première famille, mais qui, le jour où on ouvre le testament, en fait, il y a 2 sets de frères et sœurs qui ont plus ou moins le même âge, mais qui sont effectivement pas au même endroit. Est-ce que dans ces cas-là, la famille, entre guillemets, légitime, mais est-ce que cette famille-là peut faire appel à un généalogiste pour vérifier, ou c'est quelle sorte de... Alors, c'est une très très bonne question, et ça, beaucoup de gens ne savent pas. En fait, un enfant qui est né mais qui n'a pas été reconnu n'est pas un enfant juridiquement. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a pas été reconnu à l'état civil... C'est pas réservataire. Exactement. Non, oui, c'est ça. Il hérite pas. Il hérite pas. Et nous, en fait, on ne peut pas le retrouver. Non. Oui, il n'apparaît pas dans les registres. Après, j'ai eu un dossier où le notaire était au courant que le défunt avait une fille qu'il n'avait pas reconnue. Donc là, voilà, l'histoire familiale faisait que. Mais le défunt, en fait, il l'avait déclaré. Il avait déclaré sa fille, mais il ne l'a pas reconnue. C'est lui qui allait déclarer la naissance, mais en soi, elle n'était pas héritière du tout, parce qu'il n'y avait pas de mention de reconnaissance. Nous, en fait, on travaille sur le juridique. Donc, au-delà des familles de cœur, des familles biologiques, c'est d'abord le lien juridique qui prime dans les recherches et dans l'établissement des dévolutions. Peut-être que tu peux faire un petit parallèle avec l'affaire Yves Montand, pour dire que c'est pas la moyenne. Pas du tout. Donc, je sais pas. Non, vraiment, là, Non, mais il y avait eu des analyses post-mortem qui avaient été faites. Oui, je me rappelle. Mais ça ce n'est pas... Enfin, aujourd'hui... non, mais en fait... Non, mais en fait, dans les faits, on ne va pas sortir les gens de terre pour leur faire des tests ADN. Donc, en fait, il n'y a pas eu de reconnaissance d'adoption ou quoi. En fait, tu n'hérites pas, point. Tu peux pas demander la reconnaissance post-mortem comme ça. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait un contexte particulier. Bon, on a pas mal fait le tour, hein. Alors, il y a un point qui est intéressant avec Romain, c'est qu'il dirige le service mémoire. Et du coup, là, typiquement, il participe à la première restitution d'un Stradivarius. Non, on a carré ça. Ah oui, il y a Caressa, mais il y a le Stradivarius aussi en parallèle, avec la cité des compositrices. Enfin, en vrai, ça, je pense que tu peux peut-être l'évoquer parce que c'est intéressant, je trouve. En gros, parce que la généalogie, on a créé un service mémoire parce que la généalogie, elle est partout. Le lien de filiation, le lien familial est partout. Il y a dans la littérature, tu vois, chaque rentrée littéraire, il y a des millions de bouquins qui parlent de liens de famille. Il y a des besoins en fait dans la généalogie au-delà des successions, c'est-à-dire identifier des personnes, retrouver des personnes, parce qu'on a aussi des dossiers de localisation, mine de rien, de ça. Et l'idée, on a créé un service mémoire pour aller au-delà de la généalogie successorale. C'est-à-dire qu'on travaille sur les justes parmi les nations. Donc par exemple, on aide à retrouver les ayants droit des personnes qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc la semaine d'avant, et j'ai assisté à une cérémonie où moi j'avais retrouvé les petits-neveux d'un couple qui a sauvé Daniel, qui avait 3 ans à l'époque. Et ils étaient là dans la cérémonie de Juste parmi les nations pour pouvoir recevoir la médaille de Juste parmi les nations au nom de leur grande-tante, mais à titre posthume bien sûr. Et titre de Juste parmi les nations, c'est le titre civil le plus haut de l'État d'Israël. Donc voilà, on travaille aussi là-dessus sur les questions mémorielles. On travaille aussi donc avec la Cité des compositrices, qui est une association qui entend faire revivre le matrimoine musical oublié. Parce qu'en gros, quand tu ouvres un livre d'histoire de la musique, est-ce qu'on parle de femmes compositrices ? Non. Caroline, est-ce que tu peux donner un seul nom de femme compositrice ? Ben voilà. C'est une association. Oui,
c'est une réalité. C'est une association de passionnés qui ils font des recherches pour retrouver des partitions, pour retrouver des ayants droit, pour mettre à jour des dossiers à la SACEM et tout. Donc nous, on travaille avec eux. Moi, je fais des recherches biographiques, des recherches généalogiques aussi. On a retrouvé une fois une petite fille d'une des compositrices quelques jours avant le concert. On allait jouer et tout. Pardon. Depuis le début? Non. C'est à bien 7 ans. Ah, punaise, parce que là, je suis sûre que je dois partir là à l'Élysée en plus, alors c'est pas cool. Non. Bon, c'était à 27 ans. Non, c'est à 27 ans. Ça me dit quand même de... On a passé un bon moment. Je sais pas ce qu'il y en a avec les... Je pense qu'on a un problème parce que ça me l'a fait sur l'épisode sur les bijoux anciens. Ouais. Dès que c'est un peu vieux, quoi, non? C'est ça. C'est un sujet un peu... je dis qu'il faut qu'on achète juste des piles. En fait, je me surveille maintenant. Ouais. Sinon, non. Si elles sont pas bien non plus. J'adore. Ça c'est mon ancienne lunaire corps. On fait pas vie. Si tu gardes les idées, c'est une bouffe à 3 quarts, c'est 4, 5, 7. Parce qu'elle montre un peu de détails sur la télécommande de la télé. C'est pas bon montrant. Ouais. Oh, t'as de... Ouais. On recherche la cité dès qu'on peut les trier. Ouais. Alors. Je vais juste faire le clap. Ouais, dis- La cité des compositrices. Donc, on travaille avec elle. Donc, comme c'est une association qui entend en fait révéler le matrimoine musical oublié, parce que comme personne ne peut citer une compositrice, Oui, c'est ça. d'artistes femmes. C'est ça. Pas du tout été, Et ok. pourquoi? Et tu sais pourquoi? Pourquoi on peut pas citer? Est-ce que c'est parce que les femmes étaient mauvaises? Non, c'est parce que Mais en fait, il y a beaucoup de compositeurs hommes Ouais. qui ont pris, voire Approprié. qui se sont appropriés, tu vois, typiquement, on a des doutes sur Mozart qui a composé à 5-6 ans, sa sœur était compositrice également, enfin, il y a énormément d'hommes, et puis après, les femmes, elles étaient souvent sanctionnées parce qu'elles composaient, elles étaient Ouais. mises au placard, tout ça, donc on réhabilite les œuvres des femmes compositrices dans l'histoire de la musique, Ouais. donc ça c'est un... Avec des biographies, Belle cause. et puis elles font des concerts, elles éditent aussi D'accord. donc les partitions. Donc c'est une belle cause menée par des passionnés. Et après, un gros morceau aussi, c'est la recherche de provenance pour les biens spoliés aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, il y a un gros boulot, Donc là, en fait, c'est de retracer l'historique d'un bien, c'est-à-dire l'ensemble de ses possesseurs et détenteurs propriétaires de sa création jusqu'à nos jours, ou en tout cas d'établir une première propriété par exemple, si on travaille sur une galerie, par rapport à la galerie qui aurait été spoliée, de la personne spoliée, jusqu'à, en fait, pour le gap suivant, en fait, de le trou. Enfin, c'est vraiment de refaire l'historique pour être sûr, est-ce que le bien a été spolié ou pas, si oui, à qui, et de retrouver les héritiers aussi de la personne spoliée. Donc ça, c'est aussi une autre enquête qui mène une généalogie, encore plus d'archives aussi, et encore plus d'enquêtes minutieuses à la trace. Ouais, et puis des vrais enjeux. C'est ça, mémoriel et artistique aussi, parce que c'est tout ce mouvement de recherche de provenance. C'est une question qui revient qui prend beaucoup plus de place en fait maintenant dans nos sociétés. Il y a pas longtemps, il y a eu la loi sur les biens coloniaux. Il y a plus longtemps sur les restes humains aussi qui sont conservés au musée de l'Homme. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus fort. Donc il y a besoin de chercheurs de provenance aussi pour reconnecter les fils de l'histoire, remettre les choses les biens à leurs propriétaires légitimes. Ouais, certains musées peuvent mandater aussi pour certaines œuvres d'art qui sont exposées. C'est vrai que je sais plus, j'étais au musée, comment ça s'appelle le musée Jacques Chirac? Quai Branly. J'étais au Quai
j'ai Ouais. mis l'autre jour et effectivement, il y avait une petite statue avec, qui mentionnait qu'ils avaient fait faire une copie qui était repartie dans le village d'origine. Ouais. Sympa d'avoir envoyé la copie. C'est clair. Pourquoi on a pas- Fais l'inverse, juste. On regarde pas la- non. Peut-être des raisons de conservation, Ouais. et peu importe, tu vois, mais Oui. c'est des sujets ultra touchy. Ouais. Ouais. Mais c'est passionnant. Enfin, c'est une autre réparation de l'histoire aussi. Enfin, c'est ça. Donc, c'est des sujets qui prennent beaucoup plus de temps par rapport à un sujet, une succession notaire. Il y a des dossiers, c'est 2-3 ans. Donc, mais là, on a travaillé. Moi, j'ai fait juste la partie généalogie. Mais on a travaillé avec l'association Musique et Spoliation, avec le ministère de la Culture, la mission, la M2RS, qui est une mission sur les biens culturels spoliés, et la Cité de la Musique. On a travaillé tous ensemble pour pouvoir retrouver les descendants du propriétaire du violon. Et il va pouvoir être restitué à la fin de l'année. C'est ça. Incroyable. Ouais. Ça fait beau, hein. Ouais. Et devrait pouvoir même être joué. Faire un concert. Ouais. Voilà. On t'invitera. Oui. Les héritiers du violon. Ça, je ne sais point. Donc, mais en tout cas, L'histoire ne le dira pas. il va pouvoir revivre. Donc, ça, c'est très chouette. Incroyable. Bon, on va remercier cette conseillère pour l'emploi pour ce travail. Et totalement. Donc, Parce que c'est dingue enfin, tu vois, trouver un métier passion comme ça. ah bah tiens, regarde, tu vois, j'en ai même un peu la chair de poule rien que d'en reparler. Mais c'est vrai que l'assistante RH de l'étude Guénifé à l'époque, quand elle m'a appelé, elle m'a dit oh, mais avec un doctorat, vous allez vous ennuyer. Et moi, je dis bah non, parce que je voulais travailler quand même. J'ai bien réfléchi. J'étais Voilà, chez ma quoi. mère, là j'en Non, peux plus. Et en fait, je me suis jamais ennuyé. Mais vraiment pas. Enfin, je veux dire, c'est un métier en fait où on est déjà au plus près de l'humain. Enfin, c'est vraiment dans ses joies, dans ses peines. C'est un métier très psychologique aussi parce que il y a beaucoup de gens qui nous confient leur histoire. Donc c'est aussi accueillir les histoires, les larmes des gens. Moi, il y a une personne qui m'a appelé, que je lui ai révélé qu'elle était héritière, mais c'était sa marraine. Et je pensais pas qu'elle allait la connaître parce que le tableau de généalogie était gigantesque. Ouais. Mais en fait, si, c'était sa marraine. Donc, et elle m'a dit ouais, mais j'ai perdu. Je lui parlais, on s'est perdu de vue il y a 20 ans. Ouais. La vie fait que, parce que la vie fait que, on se perd de vue. Les gens qui décèdent seuls, malheureusement, c'est de plus en plus. Parce que la société nous pousse, enfin, on court partout déjà. Enfin, c'est voilà. Et c'est ça qui est chouette. Enfin, c'est vraiment au cœur de l'humain. Et puis toi, pour le coup, il est généalogiste dans un service mémoire, ce qui est une niche absolue. Enfin, en France, tu dois en avoir 2 en France, tu vois. Enfin, c'est Romain, c'est... La généalogie successorale, c'est quand même déjà un métier Ouais. de niche. Ouais. Je pense on n'est pas beaucoup. Il y a 690 personnes qui sont porteurs de la carte professionnelle. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais par exemple, les prospecteurs, toi, t'as Bon, on pas- est 200, nous, Ouais. chez Guénifé. On est 200 chez Guénifé, mais je pense que c'est 1500, pas plus de 2000 personnes qui travaillent dans la généalogie successorale. C'est fou. Donc voilà, et moi je travaille en plus, donc c'est déjà un métier de niche. Je suis dans la niche de la niche, quoi. Ouais. Donc, mais c'est ça en fait, c'est vraiment un métier humain. J'ai beaucoup appris sur l'humain en 10 ans, beaucoup plus que mes 30 ans, enfin ouais, voilà, trentaine avant quoi. Ne dis pas ton âge. C'est ça. Mais finalement aussi, j'ai beaucoup appris sur moi, parce que c'est intéressant de voir comment les gens réagissent. Justement, face à l'argent, des fois ça déchire les familles, ça rapproche. Comment les gens réagissent à la nouvelle en fait. Parce que même l'histoire familiale, comment on la connaît? Est-ce que tu connais, toi, t'as connu tes grands-parents? Est-ce que tes arrière-grands-parents? Mais au-delà. Wow. Non, oui, non, j'ai Ouais. connu mes arrière-grands-parents. Mais au-delà, on ne sait pas. Tu vois, enfin, c'est... Bah, je te dis, moi, par mon grand-père, Ouais. mes 2 grands-pères d'ailleurs étaient assez fans de généalogie. Oui, forcément, et ça aide aussi. Ouais. Mais je pense que c'était un peu la dernière génération, tu sais, qui te parlait beaucoup tu parlais beaucoup de la famille avant, t'étais proche de la famille, t'étais proche de tes racines. C'est marrant, moi je me disais, moi j'ai eu des enfants récemment, Ok. et je me disais, tiens, qui va leur apprendre tout ce que moi, mes parents m'ont beaucoup transmis, mes grands-parents m'ont énormément transmis, mes arrière-grands-parents que j'ai peu connus, mais dont je garde un souvenir marquant quand même. C'était des cadres familiaux différents. Ouais, quoi. c'est fou. Mais maintenant, on connaît souvent pas grand-chose de sa famille. En tout cas, on connaît sa ligne ascendante directe. Mais tes cousins issus de ton grand-oncle,
pas forcément. Non, pas du tout. Moi, je les ai connus parce que, en fait, j'allais très souvent chez mes grands-parents. Tout le mois d'août, j'étais au fin fond des Vosges, donc ils nous trimballaient partout. Donc, mon tableau à travers mes arrière-grands-parents, je le connais. Mais maintenant, moins, en fait. Mais, et puis, même dans mon petit village, on a des liens familiaux très éloignés, mais c'est mon arbre généalogique, le village de mes parents, donc c'est assez rigolo. Et c'est ça qui est intéressant, c'est savoir comment enfin voilà, c'est des questionnements humains. Et même quand tu travailles sur la provenance, c'est très particulier parce que il y a des mots, enfin tu sais, on parle de spoliation, Oui, bien sûr. et on ne sait pas quel est leur rapport à leur histoire de la famille Et de c'est ça. très difficile. J'avais lu un bouquin très sympa, d'ailleurs, que je recommande, qui s'appelle Un anthropologue dans la famille. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pas du tout. C'est un petit livre qui a été écrit il y a 2 ou 3 ans, et c'est un guide de questions. Si tu as envie de Ok, traverser ton histoire je note. avec tes grands-parents, typiquement, parce que effectivement, le dialogue n'est jamais simple Non. sur ces sujets-là. Parfois, tu as des grands-parents qui n'ont pas envie de parler, parfois, tu as Tout des à fait. grands-parents qui ont très envie de parler. Moi, j'avais hyper envie d'offrir à mes grands-parents. Si tu peux envoyer un écrivain public Ouais. qui permet de raconter leur histoire et tout ça, je trouve ça hyper sympa. Mais le bouquin Un anthropologue dans ma famille est top parce que c'est des guides d'interview, des petites Trop bien, questions, ouais. pour raconte-moi comment c'était. Et ça libère énormément la parole. Ouais. C'est hyper Trop sympa. chouette. Il y a pas mal de boîtes maintenant qui font ça avec l'explosion des décès, justement, qui viennent pour enregistrer des messages que recevront les familles aussi Ça, c'est génial. après le décès. Moi, j'ai été contactée par pas mal dans le cadre de Clésame, puisque nous, on fait la transmission au décès, tu sais, les souvenirs. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet et ça participe à l'apaisement des familles. L'objet sonore, Ouais, c'est incroyable. à le Ah promouvoir ouais. avec le podcast, mais le fait d'enregistrer une voix, d'avoir le souvenir de la voix, Ouais. C'est fou. puissant. Ouais. J'avais oublié le nom de ce phénomène, mais il y a un truc qui se passe quand tu entends la voix de Mm. quelqu'un. En fait, la Ah, mais présence oui. se matérialise immédiatement. Bah là, même, là, j'ai pas entendu la voix d'une compositrice, mais pour le dernier concert, Ouais. c'était Hélène de Monterly, donc ça. Et c'est un dossier sur lequel on a beaucoup bossé. Ouais. Là, j'ai pas entendu la compositrice, mais sa voix, mais j'ai entendu sa musique. Ouais. Donc tu fais wow, ça fait vraiment, Ouais. ça fait vraiment quelque chose. Mais en fait, ne serait-ce que voir une photo. Bien sûr. Voir une photo, de pouvoir mettre sur les registres matricules militaires, tu as la description du visage rond, voilà, petite moustache, la taille et tout, mais c'est Petite moustache. Ouais, je ça a pu changer en plus. mais là une photo, c'est ça. Par exemple, les dossiers de naturalisation, il y a souvent des photos, et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Et il y a pas longtemps, j'ai remis des photos d'un dossier de naturalisation, et c'était l'enfant en fait, enfin un héritier, et il ne connaissait pas la photo, cette photo-là de son père. Donc oui, comme un nouveau souvenir. oui, là c'est ça. Donc c'est assez ces petits souvenirs de donner un peu plus de corps à la généalogie. Je trouve que c'est très chouette. Merci à tous les deux, c'était incroyable. Bah, merci à toi. Merci pour ton invitation. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On a un nouvel épisode qui se prépare avec Alexia sur les successions Internationales. Ce sera plus pointu. Je suis vraiment ravie d'enregistrer cet épisode. Merci beaucoup Romain et je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode d'Argent Compté.